Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous partager ma conversation avec Carol Ispi, l'un des entraîneurs en ultra-endurance les plus pointus que je connaisse. Suivant son travail, il me restait quelques zones d'ombre que je souhaitais éclairer. L'épisode sera peut-être trop technique pour certains, mais si le sujet de la planification de l'entraînement vous intéresse, je vous invite véritablement à prendre des notes et à creuser les sujets compliqués pour vous actuellement. Vous allez vous régaler. Bonne écoute. Salut Caroli, comment ça va aujourd'hui? Salut, ça va bien. On a bien discuté un peu hors antenne et on a pas mal de points communs. Mais donc moi j'avais une question par rapport à ce qu'on s'est dit un peu hors antenne, c'est comment tu es tombé dans le triathlon? Parce qu'à la base, t'es pratiquant d'arts martiaux, tu veux passer un diplôme de musculation qui est un peu orienté préparation physique, la CUMES, et tu tombes dans le triathlon qui est complètement l'opposé, on pourrait dire. Ouais, j'ai fait 10 ans d'arts martiaux, enfin surtout boxe française, boxe thaï, un peu de kickboxing et taekwondo, karaté, enfin j'ai essayé de toucher un peu à tout, mais essentiellement la boxe française, j'ai fait pas mal de compètes en boxe française. Et du coup, je voulais une formation pour ouvrir une salle de musculation derrière avec en faisant des cours de boxe. Et je suis parti sur la CUMES parce que c'était le seul diplôme à l'époque qui permettait d'ouvrir une salle de sport. Et je suis parti à Marseille pour faire mes études. Et j'avais toujours, depuis l'âge de 10 ans, je vais en vacances à Embrun et il y a l'Embrunman, donc un triathlon mythique. Et ma sœur, elle est sortie avec un triathlète et j'ai commencé à aller courir avec lui. Après, je suis allé faire du vélo et puis je me suis lancé dans le triathlon et d'un coup, c'est devenu une passion qui m'a fait arrêter la boxe et je me suis lancé pleinement, autant de passion pour la boxe, mais dans le triathlon. Et quand je suis passionné, après, j'y vais à 110%. Voilà. Ben, tu m'as dit que tu étais 77, donc toi, en gros, tu avais 18-19 ans quand tu découvres le triathlon, c'était pas Ouais. encore aussi populaire que maintenant. J'imagine que c'était un sport un peu marginal, non? Ah ouais, c'était une niche. Après, c'était encore à l'époque, ouais, et comme je le dis à chaque fois, c'était l'époque des maillots de bain, des maillots fluo, et c'était un peu style, on va dire philosophie surf. C'était complètement différent de maintenant. Et mais c'est vrai que ça m'a vraiment, passionné de faire trop sport. Et je regrette pas du tout. Et je regrette, pour l'instant, non, je regrette pas. Et j'en fais encore et je suis toujours autant passionné. Mais j'aimerais ce que j'allais dire, est-ce que toi, t'as été, parce qu'aujourd'hui, moi je te connais surtout pour ta partie entraîneur en triathlon qu'on va aborder après, mais t'as été pratiquant et t'es encore pratiquant aujourd'hui de triathlon? Ouais, c'est ça. Alors dernièrement, c'est vrai que j'ai fait moins de compétitions après avec le Covid et puis j'ai eu des petits soucis. J'ai dû me faire opérer et tout ça, donc j'ai pas pu faire de compète depuis 2 ans, mais je compte bien m'y remettre dès que je vais retrouver confiance, parce que c'est vrai que dernièrement avec l'opération, ça a été assez dur pour revenir. Donc là, ça fait 1 an et ça commence à être un peu mieux. Mais donc t'as Voilà. repris l'entraînement, là tu t'entraînes, ça Ouais, va. ça y est là. Depuis, ouais, ça va faire vraiment que je retrouve mon niveau avant l'opération. Ça fait quoi? Ça fait 1 mois que je commence à avoir un peu des sensations. Donc il m'a fallu, ouais, 12 mois pour que ça revienne. Mais Ah bon, ouais. c'est ça. Et toi aujourd'hui, moi je te connais aussi beaucoup par rapport aux Ironman, aux Alpha Ironman, vraiment le triathlon, on va dire ultra distance. Est-ce que toi, tu as commencé, j'imagine, par des courtes distances et tu es allé progressivement aussi en tant qu'athlète vers la longue distance? Ouais, moi j'ai commencé essentiellement avec du duathlon au début. Donc course à pied, vélo, course à pied. Parce que j'ai commencé à nager, j'avais 18 ans. Et j'avais jamais nagé avant, j'avais même la phobie de la natation. C'était une catastrophe.
Et j'ai appris par moi-même à nager. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai pris confiance et j'ai pu me mettre au triathlon aussi. Et j'avais toujours eu, donc par rapport à l'époque et tout, un petit point fort en vélo. Donc j'ai aussi fait du vélo. Et je suis allé jusqu'en national en vélo et j'ai fait un peu de D1 et de D2 en duathlon. Ah ouais, donc tu avais un bon niveau alors. Vous voyez, enfin le niveau de l'époque, parce que maintenant les gars ils sont super forts et d'année en année le niveau il est de plus en plus élevé. Donc j'avais un bon niveau pour l'époque qui serait beaucoup moins bien maintenant. Voilà. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu te spécialises en tant que coach sur l'ultra distance. Est-ce que j'ai bon ou est-ce que tu as aussi des athlètes qui font de la plus courte distance? Alors j'ai quelques athlètes sur la courte distance, mais tu as bon, c'est que je suis vraiment plus spécialisé, vraiment mon cœur de métier, ce que je préfère par-dessus tout, c'est tout ce qui est préparation half et Ironman. Voilà. Donc Et- tous les est-ce- et puis enfin, ouais, on va dire toutes les épreuves qui dépassent un peu 4 heures d'effort, c'est les choses que j'aime bien faire. Et puis même dernièrement, j'entraîne un petit peu des trailers sur l'ultra distance avec 100 bornes, 140 bornes. Donc voilà, c'est les choses où tu peux allier une approche vraiment globale, que ce soit nutrition, contrôle des intensités, et où tu peux manipuler plein de choses pour faire progresser l'organisme, et c'est ce qui est super intéressant. Justement, avant d'entrer dans cette partie vraiment pointue là qui m'intéresse énormément, comment, à partir de quel temps d'effort tu dirais que c'est de l'endurance? Et à partir de quel temps tu dirais que c'est de l'ultra-endurance? Elle est où la frontière pour toi? Alors, je vais te parler au niveau, on va dire, scientifique. Oui. Dans la science, ils viennent à dire que 4h30, 4h30, tu commences à rentrer dans l'ultra-endurance. Voilà. Ok. Donc, Et, et dans et, l'endurance, ils viennent à dire sur tout ce qui est, c'est un peu compliqué. Enfin, pour moi, le terme endurance, parce que pour moi, il y a un peu de l'endurance de partout, mais même sur du 100, du 200 mètres, tu peux avoir une partie d'endurance pour réussir à maintenir cette vitesse. Donc, c'est toujours assez compliqué à définir exactement ce que c'est l'endurance. Enfin, je sais pas toi ouais, non, mais comment tu le vois, c'est mais pour ça que je te posais la question parce que j'ai du mm, mal aussi à le définir dans le sens où moi je fais beaucoup de kayak actuellement, donc je lis tout ce qu'il y a sur le sujet et on voit mm, que sur un effort de 1000 mètres qui dure 3 minutes 30, 3 minutes 40, et ben l'effort, pour caricaturer, hein, on va en reparler après, mais à 70% aérobie et 30% anaérobie, donc tu es déjà sur un effort principalement endurant, on va dire, tu vois, et j'ai du mal mm. c'est pour ça que je te posais la question, voir comment toi tu voyais la chose Bah, sur quand l'endurance. tu vois les travaux, c'était Seltine, je crois, qui le définissait vers 3 minutes, où il y avait vraiment déjà une forte contribution du système aérobie, quoi. Ok, bah, Donc, tu vois, enfin, après, voilà, c'est comme tout, mais je pense même, tu sais, quand tu parles de 800 mètres, par exemple, en athlétisme, hein, donc c'est des efforts qui sont sur 1 minute 40, et dedans, il y a de l'endurance, parce que si tu fais le premier tour, généralement, c'est un peu ça, c'est qu'ils font les premiers tours des fois à fond. Après, il faut maintenir la vitesse. Et j'ai lu une étude qui me montrait que finalement, même si tu as l'impression d'accélérer, la vitesse, elle décroît même, ouais, ouais. parce qu'au bout d'un moment, tu n'arrives pas à la maintenir. Donc, c'est des formes d'endurance, si on réfléchit bien, un peu comme tu dis en kayak. Et moi, je me suis pas mal intéressé aussi. Enfin, j'aimais bien juste comme ça. J'en ai jamais fait, j'ai jamais eu d'athlète dedans, mais l'aviron, c'est aussi je trouve que c'est une discipline qui est super intéressante, où il y a pas mal d'études qui sortent sur, même sur la polarisation d'entraînement et tout. Et tu te rends compte que dedans, il y a une grosse partie d'endurance, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Bah, oui, l'aviron sur des efforts de à peu près 6 minutes, 6 minutes 30 sur le 2000 mètres, là, c'est, C'est ça, faut voir la caisse, comme on dit, quoi. c'est Euh, ça. alors, tu parlais de données. Donc, avant toute chose, je vais recommander à tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par tout ça de s'abonner à ta newsletter sur Substack. D'ailleurs, j'attends celle normalement qui était sur l'hypoxie. Je sais pas, tu dois être occupé en ce moment, mais Non, non, alors c'est pas ça du tout. ah, qu'est-ce qui se passe? Euh, Dernièrement, enfin, voilà, on m'a envoyé des messages pour m'avertir, et il y a eu deux entraîneurs qui ont fait du copier-coller
de ma newsletter qu'ils l'ont Ah mis bon? sur leur blog. Ouais. Ah merde. Et par exemple, il y a un article sur le lactate et un article sur et un article sur l'acclimatation à la chaleur. Les mecs, ils ont pratiquement copié-collé le texte sans me demander, sans mettre mon nom, des fois même à la virgule près, c'est exactement le même texte. Et dessus, ils le signent avec leur nom. Et ça m'a profondément choqué, quoi. Et c'est pour ça que d'un coup, j'ai complètement ralenti parce que je ne sais pas comment faire. Bah, ouais, t'es un peu. Bah, moi qui suis sur C'est le du net. vol et Ouais, ouais. ça me dégoûte, quoi. Franchement, Ouais, bah, c'est c'est pour ça que moi, à l'époque, je sais pas si tu te souviens, je t'avais mis un message sur LinkedIn, je t'avais encouragé à écrire un livre. Donc, je m'étais dit que la newsletter était le sommaire du livre que tu faisais. Mais, Mm. mais ouais, en fait, là, moi qui ai des sites web, tout ça, t'es un peu roulé, quoi. En fait, là, tu peux rien faire. Après, là, c'est sur Substack. Après, tu peux filtrer. Je sais pas si sur Substack tu peux le faire, mais sur Patreon, par exemple, tu peux filtrer les gens qui s'abonnent, quoi. Tu peux D'accord. dire aux gens de t'écrire avant de s'abonner, discuter avec eux, voir qui c'est et donner l'accès ou pas, quoi. Leur Ah, laisser c'est la. intéressant, ça. Tu vois, je pense que tu peux laisser la possibilité de s'abonner. Mm. Ou pareil, tu sais pas, tu peux mettre en place un petit forum privé ou un truc, ou un Telegram, ou tu vois. Et tu choisis les personnes qui vont dessus, quoi. Tu choisis, D'accord. tu dis Ça, c'est toi je bien. t'accepte pas, et puis comme ça, après ça te demande un peu plus de travail, mais bon, après une fois que les gens sont là, je pense pas qu'ils se désabonnent vu le contenu que t'as mis. Ouais, bah enfin, là, c'est vrai que ouais, ça m'a vraiment mis un coup. Je pensais pas que les gens pouvaient faire ça. Ah, si, Et si, ils sont capables de tout, tu sais bien. ouais, mais de là, tu vois, parce qu'il y en a un que j'ai contacté, il m'a dit, ah non, non, je savais même pas que vous écriviez des articles. Je fais, mais je fais les phrases, je fais, c'est les mêmes. Je fais, même les virgules, ils sont placés au même endroit, les points au même endroit. Je fais, enfin, au bout d'un moment, enfin, faut être sérieux, quoi. Il fait, ah non, mais ça doit être je sais plus comment il m'a sorti ça, Une euh, coïncidence. une coïncidence. Je fais, non, mais c'est pas possible, la coïncidence. Même dedans, il y a une phrase où, enfin, il y a que moi qui ai pu l'écrire, quoi. C'est, enfin, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Les gens, ils sont une déception. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, bah après regarde peut-être sur Patreon ou sur Telegram pour créer un canal privé et tu Hmm. dis aux gens qui sont intéressés de te contacter. Enfin, ils te contactent et puis comme ça tu vois qui c'est, tu regardes 3 minutes qui c'est et puis tu dis oui non et puis voilà, hein. Ah bah ouais. Bah, merci du conseil. Ouais. Je vais regarder. Ouais. Ouais, comme ça tu Hmm. filtres parce que moi je suis en attente forcément, même Oui. si je les ai relus plusieurs fois tellement il y a de contenu. Et donc ça me Ah, permet merci. d'enchaîner sur un peu tout ce qui est data parce que j'ai interviewé pas mal de personnes sur ce podcast et beaucoup sont pas anti-data, mais tu sais, c'est la mode un peu des data et Hmm. sont beaucoup sur la perception de l'effort et toi, t'es pas contre non plus. Et donc, je vais commencer par les premières questions que je vais dérouler un peu dans l'ordre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de zones d'entraînement, de seuil, de domaine d'intensité. Oui. Euh, il y a plusieurs façons de les déterminer, que ce soit en mesurant tes échanges gazeux, en utilisant le lactate, en utilisant le DFA alpha 1. Est-ce que toi, tu utilises encore ce système de zone, de domaine, de seuil, ou c'est un truc que tu as complètement zappé? Et si tu l'utilises encore, comment tu fais pour les déterminer? Qu'est-ce que tu trouves le plus intéressant? Alors, pour les athlètes, j'utilise les zones parce que les gens, ils ont besoin de pourcentage d'intensité, de savoir qu'ils doivent pédaler à 250 watts, courir à 15 km heure. C'est des choses qu'ils ont besoin de savoir, avoir des références et même si des fois c'est complexe parce que tu te rends compte que il y a certains capteurs de puissance, par exemple, là, j'ai eu le souci avec un athlète qui, à chaque fois, il a l'impression que sa séance qui est mal faite, du coup, il met des mauvaises notes sur sa séance, il est déçu, alors que c'est le capteur de puissance qui est mal réglé et du coup, ça occasionne une fausse croyance sur enfin, ça détériore sa perception de l'effort et ça met un impact négatif sur sa séance. Donc, ça, c'était pour être en aparté sur la difficulté des fois que peuvent avoir les gens quand on leur donne des zones et quand ils réussissent pas les séances. Moi, perso, j'utilise de moins en moins les zones parce que l'organisme, il connaît pas les zones et ce que tu peux déterminer un jour, ça peut être différent le lendemain et comme on s'entraîne tous les jours, bah forcément les curseurs ils changent et il faut avoir ce suivi sur le long terme. Donc moi avec les athlètes, j'utilise beaucoup toute la notion d'intensité critique, puissance critique, vitesse critique, parce que déjà j'entraîne à distance, donc c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre en place avec les athlètes.
de faire des tests de performance à l'entraînement, c'est plus facile que de leur demander de prendre du lactate. Tout le monde n'a pas des appareils pour mesurer le lactate. Et aussi pour une chose, c'est que dans les sports d'endurance, le plus important, c'est le temps que tu vas mettre sur l'épreuve. Moins tu mets de temps et plus tu es performant. Donc cette relation entre la distance et le temps, pour moi, c'est le point central de la performance dans les sports d'endurance. Et cette intensité critique te permet de définir aussi tout ce qui est derrière sur la durabilité dans l'effort. Donc moi, je leur dis souvent aux athlètes, tout ce qui est le seuil de tolérance à la fatigue, cette capacité à maintenir une intensité élevée sur une longue durée. Parce que tu peux être fort sur 5 minutes, tu peux être fort sur 20 minutes, mais quand on rentre dans des épreuves qui font 4 heures à 10 heures sur Ironman, eh ben, ça n'a plus rien à voir. C'est pas parce que tu vas être capable de développer une forte puissance sur 5 ou sur 20 minutes que tu vas être capable de la développer sur 2 heures, sur 3 heures, sur 4 heures, sur 5 heures. Donc c'est toutes ces données-là que j'analyse, c'est toute cette capacité à ne pas perdre de vitesse ou de puissance, enfin d'intensité, plus la durée elle s'allonge. Et qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie justement pour maintenir cette vitesse, cette puissance sur une longue durée. Voilà. Comment tu utilises donc cette puissance critique, vitesse critique pour déterminer des zones? Parce que je vois bien l'entraînement que tu mets au-dessus de ta puissance critique. Donc j'écoute tous tes contenus. Donc je t'ai entendu récemment sur Loop sur le triathlon où tu as fait un super podcast. Merci. Je vois bien aussi un peu en dessous comment tu entraînes, mais tu vois, aujourd'hui, c'est un peu la mode justement de la très basse intensité avec l'entraînement des Norvégiens, avec on y reviendra après le fameux sweet spot qui était très cher, mais ouais, comment tu définis de la basse intensité en fait, ou est-ce que t'en mets pas finalement en t'entraînant toujours à un pourcentage de la puissance critique, ou t'as des zones en pourcentage par rapport à la puissance critique en fonction de l'athlète, de sa courbe? Ouais, j'utilise des pourcentages un peu fixes pour être sûr qu'ils soient à basse intensité. Et après, moi, toutes les séances, ils ont la notion de puissance ou d'allure ou de vitesse en natation est toujours reliée avec le RPE. Donc, t'as toujours ces deux choses, c'est-à-dire que les jours où tu fais des grosses séances d'entraînement, et ben le lendemain, forcément, des fois, t'es moins en forme. Donc là, des fois, plutôt que d'écouter l'intensité, tu écoutes ton corps aussi et tu restes sur du RPE. Tu vois, sur la basse intensité, je leur demande de jamais dépasser un RPE de 2. Ok, Donc, c'est vraiment de la basse intensité pour vraiment restaurer le système nerveux autonome. ok, Donc, je vois l'idée. Parce que en fait, je parle de toutes tes données parce que toi, j'ai vu que pour moi, comme je suis un peu travaillé depuis longtemps, je vois que tu as testé pas mal justement de données, le lactate, les seuils ventilatoires. Justement, je te parlais des zones. Tu as bien montré que en fonction que si tu le fais sur un home trainer, sur du plat, en vélo, en côte, en descente, bah forcément, t'as du mal à avoir les mêmes zones. Là, tu parlais de RPE. Moi, ce que j'appelle de la charge interne, et tu couples ça à une charge externe, on va dire, qui est une allure, une vitesse. oui. Combien de facteurs tu utilises pour suivre l'entraînement? Est-ce que tu en utilises juste deux, comme tu disais là, ou t'en mets plus? Jusqu'où tu peux Alors, aller en termes de facteurs externes et internes pour suivre l'entraînement? ben, comme on en parlait tout à l'heure avec le DFA, j'ai des athlètes qui répondent bien parce que le souci du DFA alpha 1, c'est que tous les athlètes ne répondent pas bien à cet indice-là. Par contre, quand les Donc ça, athlètes, le DFA alpha 1, pour ceux qui suivent, c'est la mesure de la variabilité cardiaque. Donc là, directement durant l'effort, en fait, que tu mesures avec une application, si j'ai bien compris, HRV Logger. alors non, moi j'utilise Alpha HRV Ok. directement sur Garmin pour l'avoir en direct. Et du coup, par exemple, alors ça peut être plein de cas de figure. J'en prends un. J'ai un cycliste pro là qui est passé en triathlon et qui répond très très bien à Alpha 1. Et du coup, il y a des séances, il doit respecter 0,75 ou 0,5 ou 0,4. Quand on a une intensité critique, on descend à 0,4. Sur certaines séances, on descend à 0,3, 0,2.
Et ce qui permet aussi, en fonction de la charge, quand tu mets des grosses charges d'entraînement, des fois, au bout d'un moment, t'as du mal à maintenir les zones comme ils sont prescrites parce que bah, forcément, tu accumules de la fatigue. Et ben là, tu pars sur le sur alpha 1 et ça permet d'être dans ce qu'on recherche au niveau métabolique et de respecter ça. Donc ça, c'est une part qui est pas mal avec DFA Alpha 1. Et après, j'utilise aussi de plus en plus. Alors moi, je l'utilise depuis 2 ans, mais je commence à l'utiliser avec des athlètes. C'est la fréquence ventilatoire. Justement, j'allais t'en parler parce que j'ai vu ton post ce matin sur LinkedIn, justement, sur le Oui, sujet. ouais, c'est bah, ça fait 2 ans ouais, que j'utilise une ceinture cardiaque qui est un peu spécifique, qui permet de mesurer ça. C'est laquelle que Euh, tu utilises? c'est Frontier X. Ok. Ça a été développé en Angleterre. Et puis là, depuis quelque temps, enfin, j'ai beaucoup discuté avec Bruce Rogers là sur Twitter et qui est spécialisé dans DFA et dans cette mesure aussi de la fréquence ventilatoire. Et là, je prends avec les athlètes, c'est Move & Sense. C'est une ceinture cardiaque un peu plus orientée sur le domaine médical et qui permet d'avoir des bonnes données parce que forcément, bah, il faut des ceintures cardiaques qui sont vraiment sensibles. Enfin, tu peux pas le faire avec une ceinture cardiaque Garmin, par exemple. Enfin, les données, elles sont trop polluées et il faut vraiment quelque chose qui soit fiable. Ouais, parce que de ce que j'avais compris, sur le, on va y revenir après sur les autres données qu'on peut prendre, mais sur le DFA Alpha 1, c'était justement très influencé par la manière dont tu respirais. Ouais, alors ça, je sais qu'il s'est sorti sur les réseaux sociaux. C'est des fois, c'est toujours les choses moi, c'est un peu les choses des fois qui ont le don on va dire, de m'irriter un petit peu. C'est que forcément, oui, on peut changer DFA alpha 1 en modifiant sa respiration. Sauf que quand tu demandes à un athlète d'aller faire des séances à haute intensité ou sur du tempo à allure spécifique, half ou Ironman, eh ben, ta fréquence respiratoire, tu la contrôles pas parce qu'elle est naturelle. Donc, ton DFA, il est naturel aussi. Tu ne peux pas quand tu es sur des efforts, on va dire, schématiquement, au-dessus du seuil 2, seuil lactique 2, tu ne peux pas contrôler ta fréquence respiratoire. Ou alors, si tu la contrôles, forcément, tu vas diminuer ton intensité. Donc, c'est une fausse, enfin, pour moi, hein, après, chacun le voit comme il veut, mais pour moi, c'est une fausse remarque parce que tu, tu l'influences parce que tu as envie de l'influencer, mais si tu t'entraînes normalement, tu l'influences pas et tu as la bonne réponse, quoi. Est-ce que pour toi, donc, le DFA Alpha 1, c'est plus précis pour calculer la charge interne que d'utiliser les lactates? Pareil, les lactates, je mets entre parenthèses, tu me corrigeras, mais c'est influencé par pas mal de facteurs, comment tu manges, si tu es en forme. Ouais, T'as fait un long article là-dessus, justement, sur Substack, qui est super. Est-ce ouais, que et c'est pour encore, toi j'ai pas tout mis. est-ce Ouais, que non, c'est pour toi plus c'est précis le DLFA 1? selon les athlètes, oui. Après, là, je te dirais que la fréquence ventilatoire, ça serait encore plus précis parce que du coup, elle répond vraiment bien. Justement, il y a eu des articles qui sont sortis dernièrement là-dessus, qui sont intéressants. Mais je sais, enfin après voilà, t'as plein de données. Le souci après, c'est de faire le tri dans toutes les données que tu as et celles qui sont pertinentes à utiliser et celles que tu peux utiliser. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de médiatisation sur le lactate, que ce soit avec Inigo San Milan ou avec l'entraînement des Norvégiens. Donc le lactate c'est bien, mais je pense qu'il faut savoir l'utiliser. Et moi alors je crois que j'en ai parlé sur un podcast, mais j'ai fait un petit test. C'était il y a 2 ou 3 mois en arrière, parce que je voulais voir comment réagissait le lactate, parce que tu sais quand tu ne manges pas de glucides, la courbe elle est décalée sur la gauche. Ben ouais, malheureusement. Et voilà, et je voulais voir justement parce que j'ai eu plusieurs athlètes moi qui sont passés en test, des athlètes qui avaient des gros niveaux mais du coup avec des charges d'entraînement assez élevées et où le lactate avait du mal à monter malgré qu'on faisait des efforts intenses. Et bah du coup ouais, j'ai fait le test où j'ai pris une séance type que je fais tout le temps avec 7 km
Donc là, c'était à 95% de ma vitesse critique. Et je prends le lactate. Donc à chaque fois, moi, quand je fais des mesures comme ça, je le mesure 3 fois pour être sûr qu'il soit valable. Donc j'ai mangé normalement, j'ai fait ma séance de course à pied isolée, et là j'ai pris mon lactate, j'étais à 3,5, donc 3,5. Quelques jours après, donc je refais la même séance, mais par contre le matin j'ai fait du vélo, je fais 3 heures de vélo en low carb, je mange pas de glucides le midi, et je fais la séance de course à pied le soir sans glucides. Et là j'étais à 1,5, Oh merde. même séance. T'étais plat, quoi. Voilà. T'as plus de carburant. Et du coup, quelques jours après, je refais donc une même séance, mais cette fois-ci en enchaînement. C'est-à-dire que je fais une séance de vélo et j'enchaîne avec la course à pied. Et là, je suis sur du 90 grammes de glucides par heure. Et là, je monte à 5,5. Donc tout ça pour dire que en manipulant la nutrition, eh ben, tu passes de 3,5 à 5, à 1,5 à 5,5 pour la même séance. Tu vois. Et du coup, bah, tu te dis que pour vraiment comprendre le lactate, il faut que ce soit hyper standardisé. Alors, un gars comme Inigo San Milan, je ne doute pas qu'il doit avoir, ils font ça en laboratoire et tout est standardisé, que ce soit même au niveau de la température qu'il y a dans les locaux, le taux d'humidité et tout ça. Donc, c'est vraiment reproductible et ça, ils peuvent le regarder. Par contre, il y a beaucoup de personnes, enfin, moi, quand je vois sur les réseaux, les mecs qui font ça à l'extérieur, qui se piquent le doigt sans mettre de gants, sans désinfecter, ou enfin, mais c'est quand tu sais que le lactate est hydrophobe, quand tu sais que ça réagit à la sueur, enfin que tu peux polluer les données, enfin tu vois des choses, mais c'est du grand n'importe quoi. Et pour moi, il faut toujours comparer des choses qui peuvent être comparables, et quand tu ne peux pas les comparer parce que c'est pas standardisé, ben il faut mieux prendre autre chose. En tout cas, je le vois comme ça. Donc toi, Voilà. t'en es revenu à l'heure du lactate. Bah, je l'utilise en fonction des circonstances. C'est-à-dire que moi, quand ils viennent à la maison, qu'on fait des tests précis où on cherche à définir des zones et qu'on cherche à voir, à mettre en relation fréquence cardiaque, lactate et oxygénation musculaire, quand tu croises les données, après, tu arrives à cerner avec en fonction aussi de la puissance et de la vitesse critique. Donc, tu trouves des choses qui sont intéressantes, voire même tu utilises des FA-alpha si ça répond bien. Donc, tu croises toutes les données, tu arrives à trouver des choses pas mal. Par contre, à l'entraînement, enfin, enfin, pour moi, c'est complètement inutile de le prendre à chaque entraînement. Déjà, si tu as bien défini en amont tes, euh, tes zones métaboliques, hein, ça sert à rien d'en prendre à tous les entraînements. Et puis c'est comment tu le fais à l'entraînement. Je sais pas si tu as déjà essayé de prendre du lactate par toi-même sur une séance Non, en jamais essayé tout seul, outdoor. ouais. Enfin, moi, une fois, j'ai essayé, alors, je le fais tout seul quand je suis sur le tapis roulant à la maison. Donc, ça va, tu vois. J'arrive à te désinfecter, tout ça. Enfin, tout est nickel. Par contre, à l'extérieur, une fois, je l'ai pris avec moi pour aller faire du vélo, mais enfin, déjà il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu t'arrêtes dans un endroit sécurisé, il faut que tu aies pris tout le matériel avec toi pour te désinfecter le doigt, pour mettre le gant pour pas polluer les données et tout. Enfin, c'est illusoire de faire ça. Et puis quand tu vois le coût que ça, enfin le prix des bandelettes, des réactifs et tout, enfin, tu peux pas faire ça sur chaque entraînement. Et surtout quand tu sais que quand tu regardes bien toutes ces données, enfin, tu prends toutes les données qui existent, oxygénation, le lactate, même la fréquence respiratoire et tout, il y a une donnée qui est centrale qui répond à toutes les autres. Et c'est une donnée, mais c'est super simple, c'est la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, elle est en relation avec tout ça. Tu peux prendre tous les graphiques, je sais pas si tu as déjà fait des tests et tout, à chaque fois, la fréquence cardiaque, elle est en relation avec l'intensité d'exercice, elle est en relation avec le lactate, elle est en relation avec l'oxygénation musculaire, elle est en relation avec la fréquence ventilatoire. Donc, on sort plein d'outils qui sont plus ou moins chers, voire même certains très chers, pour au final trouver que ben, la fréquence cardiaque, ça reste l'une des données les plus fiables qu'il peut y avoir, quoi. Voilà. Moi, Ouais, c'est ça que je vois. Et surtout,
Alors, moi, sur l'entraînement à distance avec les athlètes, c'est la donnée qui est la plus simple à utiliser. Et puis, si tu veux que ton entraînement il soit bien réalisé, il faut que ce soit simple et compréhensible par l'athlète. Quand tu commences à rentrer dans des systèmes qui sont trop complexes, bah, au bout d'un moment, tu les utilises plus et c'est pas possible. Tu vois, c'est comme par exemple, si tu prends la HRV, quand il y avait les tests avec les tilt tests où il fallait rester allongé pendant 7 minutes, de te mettre debout pendant X minutes et après tu analysais les les ondes et tout ça. Enfin, et au final, là, quand tu utilises des applications, tu restes 1 minute, mais tu le fais tous les jours. Bah, tu te rends compte que l'athlète il adhère, alors qu'avec Ouais, avec le tilt test, ouais, il le faisait plus, le quoi. tilt test, moi, même les athlètes de haut niveau, ils le faisaient une semaine. Au bout d'un moment, ils en avaient marre, quoi. Donc, c'est tout ce qu'il faut. Je trouve des fois, il faut pas aller chercher loin. C'est qu'il faut des choses simples mais fiables, hein. Et quand tu as des choses simples et fiables, les gens ils adhèrent. Et si l'athlète il adhère, après, ben forcément, ça marche, quoi. Et Voilà. est-ce que ça veut dire que si tu préconises une séance à telle fréquence cardiaque et de l'autre côté à telle allure, telle puissance, et que la fréquence cardiaque est trop élevée ou pas assez élevée, tu vas adapter ton allure à la fréquence cardiaque désirée? Non, alors, enfin, moi, j'utilise pas comme ça. En gros, j'ai toute une base de données à chaque séance que fait l'athlète. Je prends les données de puissance ou de vitesse, ou d'allure, que je mets dans une base avec la durée de l'effort, et je prends la fréquence cardiaque. Je, je prends souvent de la fréquence cardiaque moyenne sur une durée, et après je la suis euh, en gros sur chaque séance. Et quand il commence à y avoir une baisse de fréquence cardiaque ou une hausse de fréquence cardiaque, après j'adapte en fonction de ça. Ok, donc tu Et, fais après, et tu fais ça si ça se fait sur une, deux, trois, plus de séances? À partir de combien de temps t'adaptes? ben j'adapte des fois. Alors cette approche-là, c'est plus des fois comme on dit, du day to day, donc c'est vraiment sur du jour Ok, après jour, ah quoi. ouais, ok. Mm. Et après, ouais, j'ai des fichiers Excel avec je sais pas, des centaines de séances par athlète, ouais, pour comparer. Et tu considères qu'il y a une anomalie quand il y a combien de pulsations d'écart et ce qui devrait être 5 pulsations? Non, 3. Ah, 3? Ah ouais, c'est rien du tout alors. Ah ouais. Mm. Là, à partir de 3, je fais attention, je regarde bien. Après, c'est toujours aussi en relation avec la HRV le matin. Et après, bon, il faut aussi mettre en relation avec la chaleur. Comme en ce moment, c'est vrai que ça réagit différemment. Mais après, une fois que tu as acclimaté, ça revient à la normale. Donc voilà, c'est un peu, je prends un peu toutes les données parce que je prends aussi dedans, je prends DFA alpha 1 pour ceux que ça répond bien, je prends la fréquence respiratoire, je prends le torque pour le vélo, enfin, j'essaye de tout mélanger et de prendre sur les efforts qui sont identiques. C'est-à-dire, je vais pas comparer un footing à basse intensité avec de la basse intensité qui a été réalisée pendant une séance. Donc c'est vraiment des corrélations Ah ouais, je vois. sur Donc, type de en séance. fait, t'as une courbe avec plusieurs facteurs pour chaque athlète qui a une Mm. courbe d'effort et en fait qui est hyper individualisée avec toutes les données de chaque séance. Ouais, c'est ça. Comme ça, au moins, tu Donc, vois t'as vraiment si. le profil de l'athlète complet, quoi. Mm. Ouais, comme ça, tu vois s'il progresse, s'il se fatigue. Tu vois sa durabilité dans l'effort. Il y a des choses qui, des fois, qui sont marrantes à voir en fonction de si l'athlète, je te donne du style, il fait des intervalles de 5 minutes ou il fait des intervalles de 20 minutes. Par exemple, si tu fais 12 fois 5 minutes, donc ça te fait 1 heure d'effort à haute intensité, ou tu fais 3 fois 20 minutes, ça te fait 1 heure. Donc au final, tu as 1 heure dans les deux Ouais, cas. d'accord. Mais tu te rends compte que sur la séance, sur les 20 minutes, les athlètes qui n'ont pas une bonne durabilité dans l'effort, ils vont avoir une plus grosse baisse sur les 20 minutes que ce qu'ils avaient sur les 5 minutes, alors que au final, la durée, l'accumulation globale à haute intensité est identique. Donc Mais sur après, les. quand c'est comme ça, tu fais partir l'athlète par exemple, en 12 fois 5 minutes et progressivement, tu vas peut-être faire 10 fois 6 minutes, je sais pas, 9 fois 7 minutes, progressivement pour l'amener à 3 fois 20 dans ce cas-là. Non, après Même ça pas. dépend. C'est plus sur de réussir à voir dans la séance, parce que souvent il y a des athlètes qui partent souvent trop vite.
et après ils ralentissent. Et souvent, je demande aux athlètes d'essayer d'inverser le processus, c'est-à-dire des fois partir un peu moins fort, avec une intensité moins élevée, mais d'y aller progressivement pour établir l'intensité la plus élevée sur la fin de la séance. Alors, c'est pas évident, hein, sur les premières fois à faire, mais après, quand tu t'entraînes, tu te rends compte que tu arrives de plus en plus à faire des choses comme ça, et même mentalement, pour préparer une compétition, c'est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir ressenti ce travail en fatigue et d'arriver à le reproduire quand tu es fatigué en compétition. Je vois. Donc c'est tous des axes qui sont toujours importants à mettre en place et à connaître avec les athlètes. Tout à l'heure, tu as dit que tous les athlètes réagissaient pas bien au DFA Alpha 1. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas pour certains? Au niveau des ondes cardiaques, hein. J'en avais discuté avec Bruce Rogers et il me disait que ouais, même tu sais, t'as possibilité chez certains athlètes qui répondent un peu moins bien, tu décales l'émetteur cardiaque sur la gauche, tu vas améliorer les données. Après, enfin, j'avais pas mal discuté avec celui qui a créé les applications dessus. Du coup, tu peux aussi améliorer sur le temps d'acquisition et tout. Mais t'as des gens ouais, qui au niveau de tout le complexe QRST, qui y a pas les mêmes puissances d'onde et du coup, mais c'est même pas par rapport au niveau de l'athlète. Il y a des athlètes qui sont très forts, ça répond pas bien. Des athlètes qui sont moins performants et ça répond super bien. C'est vraiment ces questions d'ondes qui sont importantes. Et ce qui est marrant, c'est il y a chez des personnes qui répondent pas bien, c'est que des fois ça peut carrément aller à l'inverse. C'est-à-dire que Ah. c'est complètement ouais inversé. C'est-à-dire que quand ils sont en haute intensité, le DFA il monte à 1 ou à 5 et quand ils sont à basse intensité, il descend à 0,5. C'est euh, c'est c'est assez drôle à voir des fois. Tu parlais tout à l'heure aussi de la fréquence respiratoire. Tu travailles dessus depuis un petit moment. Tu cherches à faire quoi avec cette fréquence respiratoire? Est-ce que tu fais un travail en ce moment? Bah, il y a mon pote Sean qui met pas mal de trucs dessus. Moi, je fais quelques tests, mais pour l'instant, qui sont pas très concluants à part l'échauffement. Est-ce que tu veux chercher à diminuer la fréquence respiratoire pour un même effort? Ah non, non, non. Alors. Plusieurs choses. Déjà, tu t'arrives avec la fréquence respiratoire à délimiter t'arrives à délimiter des domaines d'intensité. Et puis surtout, tu arrives à voir cette notion comme je disais, enfin, c'est vrai que j'en parle beaucoup et j'en parle de plus en plus là. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus. Enfin, le seuil de tolérance à la fatigue, là, ils l'appellent au niveau scientifique, ils appellent ça la durabilité dans l'effort. Et donc, tu t'aperçois qu'au début d'une séance, je te donne un exemple bateau, hein. T'as 25 en fréquence respiratoire avec 300 watts, tu vois. Et Ok. en fin de séance, tu peux très bien des fois être à 45 en fréquence respiratoire, mais avec 250 watts, avec 250 watts. Donc, c'est-à-dire avoir 20 en plus par minute de fréquence respiratoire, mais avoir moins 50 watts. Et là, tu te rends compte que les athlètes les plus performants, ils arrivent à ne pas avoir cette augmentation. Donc, c'est tout ce travail en amont, c'est utiliser la fréquence respiratoire aussi pour avoir ces domaines d'intensité et voir comment l'athlète il s'améliore au fur et à mesure, quoi. Et donc pour ça, tu fais du travail justement avec tout ce qui est Aerofit ou Brief Way Better ou Non, même pas pas. du tout. Non, Non. Ok, c'est donc tu cherches vraiment, pas ouais. à entraîner les muscles respiratoires. Non, non, je l'avais fait un moment. Et t'as vu des résultats ou pas avec ça? C'est la question que je me pose. J'ai arrêté. Si ça peut répondre à ta question. Ok. J'en ai fait beaucoup. Je l'ai même fait personnellement. J'avais acheté tous les appareils et tout. Et puis au final, Au fi- enfin, T'as pas été convaincu, t'as pas vu de j'ai, différence. personnellement, j'ai pas été convaincu. Avec les athlètes que j'ai entraînés, j'ai pas été convaincu. Alors peut-être que je l'ai mal utilisé. Je pense pas, mais c'est possible. Donc
Enfin, ouais, non, ça m'a pas convaincu. Je pense il y a certainement d'autres entraînements où tu perds moins de temps, euh, qui sont mieux à faire, hein. Après, voilà, tout dépend aussi. Alors peut-être qu'un jour, je réessayerai, puis ça va marcher, puis je le referai, parce que il y a jamais rien de figé, donc c'est ça qui est bien dans l'entraînement. Il faut savoir évoluer, puis réessayer, même si ça n'a pas fonctionné, quoi. Hum, la puissance critique, tu la détermines avec 2 ou 3 tests, en général compris entre 3 et 20 minutes. Est-ce que ce que tu trouves ensuite, ça correspond au SV2 ou au SL2? Et j'ai cru comprendre que c'était pas forcément le cas. Ah non, 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 ouais, c'est Est-ce que tu arrives à me dire pourquoi? ah bah parce que la puissance ou la vitesse critique est au-dessus du seuil lactique 2. C'est Elle est au-dessus. Ok, ouais, ouais, et et au moins c'est elle est au-dessus à un 10 à pourcentage 15%. Ok, 10 à 15% en moyenne alors. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on va dire, la puissance critique, c'est une intensité que tu peux maintenir, allez, entre 45 minutes et 1 heure. Sur le seuil lactique, par exemple, tu vois, les marathoniens, ils sont à SL2 sur un marathon de 2h10, quoi. Ok, Ouais. ok, Donc, ouais, parce c'est que. vraiment ces deux données différentes. Ouais. Mais, et donc forcément, c'est pour ça que je t'ai posé la question de déterminer ces zones, ces seuils, ces domaines, en fonction de si tu prends la puissance critique ou ton SL2, bah tu fais pas les mêmes zones en fait. Ouais, c'est ça. Bah après, ouais, enfin, j'invite tout le monde à lire tous les travaux qui sont sur la puissance et la vitesse critique. Enfin, il y a énormément de travaux, hein, c'est vachement prolifique là-dedans. Moi, je l'utilise depuis 2012, je crois, la puissance critique. Et c'est vraiment un domaine intéressant. Il y a des personnes comme Andrew Jones, Skiba, Burnley, qui, qui, qui font des travaux qui sont vraiment, enfin, assez élevés et qui montrent vraiment toute la manière dont il faut utiliser cet indice, et même ils viennent à dire que c'est le gold standard. Et là, t'as même des scientifiques comme Sprague, Léo, et Paul Logar qui ont même sorti, je sais pas si t'as vu un article là, je crois il est paru l'été dernier, en disant qu'il fallait arrêter d'utiliser le VO2 max et qu'il fallait utiliser la puissance ou la vitesse critique pour les articles scientifiques, parce que le VO2 max, c'était pas la meilleure des données utilisées dans les sports d'endurance. Par contre, l'intensité critique, c'était vraiment quelque chose de très fiable et très robuste. Comment tu fais? Parce que tu vois, ce que tu fais, je dis un truc, tu fais un test de 5 minutes et un test de 20 minutes. Chaque athlète va avoir une différence entre les deux différente. Donc peut-être de 10% entre les deux, de 15%, de 20%. Et donc forcément, ça va donner des zones vraiment différentes, tu Mm. vois. Donc comment tu appliques un pourcentage ensuite, comme tu m'as dit tout à l'heure, à la puissance critique pour déterminer qu'il est à basse intensité ou qu'il est à haute intensité, vu qu'en fait c'est vraiment différent en fonction de l'individu, si je comprends bien. Ouais, bah après alors moi j'utilise pas que de tests, hein. C'est même des fois les athlètes, Ok, t'en ils utilises ont combien? T'en utilises combien alors? En général. euh, voilà, on va enlever tout ce qui est contexte, home trainer, plat et montée. Euh, J'en utilise 4 à 5, Ah ouais. par exemple pour du vélo plat. Voilà. En gros, dedans il y a 5, 20 minutes, il y a 1 heure. J'utilise aussi un 20 minutes, mais après avoir fait 3 heures de tempo. Voilà, il y a plusieurs tests qui permettent de voir justement, parce que ton 5 et ton 20 minutes, hein, et du coup ton calcul de puissance critique qui est en relation avec le 5 et le 20 minutes, et après 3 heures d'effort, c'est plus du tout la même chose. Ouais, j'allais dire, c'est pas très spécifique à l'endurance. Ben justement, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup après tu peux vraiment voir. Moi, là comme ça, par exemple, les meilleurs que j'ai dans mon groupe, hein, par exemple le cycliste pro enfin qui était ex-cycliste pro, qui maintenant s'est mis sur longue distance, et ben entre son 20 minutes isolé et son 20 minutes après avoir fait 3 heures de tempo,
il est à, il perd 1% de Ah, il perd puissance. rien. Il perd que Il dalle. perd rien. Alors que les athlètes les moins performants, il y en a, ils perdent 10%, tu vois. Ah ouais, là, tu prends une claque. Ah, là, Ouais. c'est. Et du coup, après, bah, ça fait que bah, quand sur le travail à basse intensité, tu peux leur préconiser ce qu'il faut, sur quelle zone il faut aller plutôt, tu vois. Enfin, du coup, comme tu as plein, au bout d'un moment, après, tu utilises plus vraiment que le 5 et le 20 minutes, c'est que tu utilises la palette globale, hein. Et toute la relation, c'est-à-dire toute ta relation que tu as entre l'intensité et le temps, qui est vraiment propre à chaque personne. Et, Et et donc, c'est ça qui est par intéressant. rapport à ça, tu arrives à individualiser justement ce qui manque le plus à Mmh, l'athlète et à l'orienter sur sa propre répartition. Tu sais, à un moment, bah, c'était la mode de l'entraînement polarisé. ouais. Toi, tu as fait un super article sur justement la polarisation inversée à faire l'hiver. Mais là, avec ce que je comprends, là, tu individualises vraiment par rapport à ça. Donc, quelqu'un qui aurait justement pas de peps du tout, mais plutôt de la durabilité, la polarisation inversée, ça marcherait du tonnerre pour lui, quoi. Alors là, pour rien te cacher, je n'utilise plus du tout de méthode, que ce soit polarisée ou pyramidale Ou seuil, ou tout ce qui ou seuil. existe. Voilà, j'utilise ce que l'athlète a besoin pour être le plus performant possible sur l'objectif qu'il a choisi. Voilà. Parce que tu te rends compte qu'après, euh, un modèle, ça reste un modèle. Et c'est vrai qu'on a mis vachement en avant la polarisation en montrant que bah, les meilleurs athlètes, ils s'entraînaient comme ça. Bon, déjà, d'une, on n'est pas tous athlètes professionnels, parce que pour faire de la polarisation d'entraînement, il faut vraiment beaucoup d'heures d'entraînement. Et de deux, ils ont pas montré, ben, t'en as peut-être deux, trois qui réussissent, mais combien font ce même entraînement, mais que ça marche pas du tout, tu vois. Bah, t'inquiète, je suis bien au courant de tout ça, mais j'appelle ça Voilà. la méthode chinoise. Mais Oui, bah tu vois, voilà. Donc après, c'est pour ça, on met en avant une méthode. Bah, par exemple, l'entraînement de Pogacar, on le met en avant parce qu'il a gagné le Tour de France. Et puis là, d'un coup, il fait deuxième. Et les gens, ils s'y intéressent. Moi, on va regarder la méthode de Vingegaard. Et puis, bah, du coup, il y a les Norvégiens en triathlon qui sont performants. Du coup, on regarde leur méthode. Sauf que bah, il y en a plein d'autres en ce moment qui arrivent à avoir leur niveau, mais bah, c'est d'autres méthodes. Et au final, bah, il y a pas vraiment il n'y a pas qu'une méthode qui est vraie. Il y a plein de choses. Et c'est des approches différentes. Parce que je parlerai même pas de méthode, parce que tu peux pas dire qu'un entraîneur, il crée une méthode, parce que, enfin, si t'es assez humble, hein, tu peux pas t'octroyer la création d'une méthode. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. ah ouais, parce que toi, en fait, comme tu suis Euh, plein de de données entre guillemets, hum, tu arrives à savoir pour chaque athlète quand c'est le moment de ralentir, de lever un peu le pied, ou aussi ouais. tu peux continuer à accélérer, quoi. Ouais, bah, tu vois, souvent, je parle beaucoup aussi de Yannick Matojicek, Bien sûr, qui est très actif en ce moment sur les réseaux pour mon c'est plus grand ça. plaisir. C'est ça. Et Yannick, à chaque fois, je rigole parce que donc il est policier en vie professionnelle, hein, il travaille de nuit, donc tous les jours il travaille de 17h à 1h du matin, 16h à 1h du matin, donc c'est des horaires quand même compliqués. En plus, il travaille dans les quartiers un peu chauds autour de Montpellier. Et c'est un athlète où je suis sa HRV, ça va faire 2 ans qu'on fait la HRV tous les matins. Et il est pratiquement tout le temps dans le vert. Les seules fois où il est passé dans du orange ou du rouge, c'est quand il a eu le Covid ou quand il a eu la grippe. Et c'est là que tu vois quand, selon les athlètes, il y en a à qui tu peux mettre des grosses charges, et puis il y en a à qui tu peux pas, quoi. Et, euh, et c'est tout ce suivi, que ce soit la HRV le matin, comment tu te sens, le wellness, la réponse cardiaque à l'effort. Enfin, pour moi, la réponse cardiaque à l'effort, c'est vraiment le point central pour adapter les entraînements. Mais quand tu suis tout ça, tu arrives à adapter l'entraînement en fonction de l'athlète. Alors c'est pas la méthode Carol-Ispi, c'est utiliser une approche qui a été validée au niveau scientifique. Tu vois, la réponse cardiaque à l'effort, ça a été vraiment discuté par si je me rappelle plus son nom d'un coup. euh, Lambert, voilà.
C'est Lamberts qui ont vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Après, il y a eu les travaux aussi avec Yann Lemeur qui les avait utilisés à l'INSEP. Et voilà, enfin, tu prends des données parce que tu les essayes et tu vois que ça marche. Tu utilises d'autres données, bah, au final, tu vois que ça marche pas. Tu vois, quand ils te préconisent pour la récupération de prendre 40 grammes de protéines avant d'aller te coucher. Enfin, si tu regardes bien, hein, il faudrait que tu te prennes un pot de fromage blanc avant d'aller te coucher. Un pot de fromage blanc d'1 kilo, il y a qui va manger un pot de fromage blanc d'1 kilo, quoi. Enfin, tu vois. Donc, il y a d'un côté la science, ce que sort la science, et de l'autre côté, ce que toi, tu essayes et, sur le terrain et qui fonctionne. Et c'est avoir cette approche sur les deux, une approche globale, et puis regarder ce qui marche pas, et utiliser ce qui marche pour les athlètes. Voilà. J'ai une question un peu sans réponse. C'est quoi un athlète équilibré sur ces différents tests? C'est quoi la courbe de l'athlète équilibré? C'est quelqu'un qui, entre le 5 et le 20 minutes, il perd quoi? Il perd 5%. Entre son 5 minutes et son 1 heure, il perd X%. Et est-ce que il y a une moyenne que tu as pu faire avec toutes les données que tu as? Ouais, moi j'avais fait, avant j'avais créé, voilà, j'utilise la puissance et la vitesse critique depuis, comme je t'ai dit tout à l'heure, ouais, depuis 2012. Donc j'ai eu pas mal de recul dessus et j'ai eu aussi l'application Goutai qu'on avait créée où Pourquoi elle s'est arrêtée d'ailleurs? c'est trop long à expliquer sur un podcast. Joker, du coup. Ok. Et du coup, on avait eu, ouais, il y a eu plus de 1500, 2000 personnes qui l'ont utilisé et tu peux ressortir que, on va dire, c'est entre 10 et 12% de perte entre le 5 et le 20 minutes. Ok. Et par rapport aux 1 heure, entre le 20 minutes et le 1 heure? C'est, de tête comme ça, je me rappelle plus. Je te dirais des bêtises. Ok. Je peux juste te dire que ce qui est bien après, c'est de confronter la puissance critique que tu as calculée sur le 5 et le 20 et de la confronter avec la puissance critique du 1 heure. Ok. Et là, tu vois, bah, du coup, t'as un premier indice de durabilité, tu vois. Parce que tu sais, si par exemple l'athlète sur 1 heure, il n'arrive pas à atteindre la puissance critique issue du 5 et du 20, c'est que déjà il a un problème de durabilité et qu'il faut que tu ailles chercher là-dessus. Et la durabilité, c'est pas que ça se développe beaucoup aussi avec des longues séances d'entraînement. Mais Des longues justement, séances d'entraînement à basse intensité. ok, j'allais titiller avec le fameux sweet spot, s'entraîner justement au tempo, juste en dessous le seuil 2. Après, ouais, bah ouais, Bah, on va dire que de ce que j'ai j'utilise cette compris, approche-là, moi, depuis depuis pas mal de temps, ouais. Après, ouais, de ce que j'ai compris, Je l'appelle POS. t'aimes pas trop ce nom qui est plutôt Non, marketing ouais, et c'est ça. qui en fait est de s'entraîner un peu en dessous de ton seuil 2 pour justement avoir moins de fatigue et justement un effort plus long qui va finalement presque être aussi impactant sur la progression, Ouais, notamment sur cette notion de durabilité. c'est ça. Bah, tu vois, moi, ouais, j'utilise ce genre de séance depuis, ouais, je crois depuis 2015 ou 2007. Après, 2016, j'avais jamais donné ce nom, Sweet Spot Training. Ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est les Américains, ils sont super doués, tu vois. FTP, au final, c'est de la puissance critique, hein. C'est juste, ils ont pris, les données de puissance critique et, dans la moyenne, ils se sont aperçus qu'en enlevant 5% environ, t'avais, selon les athlètes, la moyenne des athlètes, t'avais la puissance critique, quoi. Et, c'est donner des noms et, ça fait joli. Mais, voilà. Moi, je suis plus dans le terrain et ce qu'il faut faire pour faire progresser. Mais après, c'est vrai que de faire des longues séances. Tu vois, ce matin, moi, j'ai fait 60 km de vélo en position contre la montre, donc ça fait 2 tiers d'un alpha et à la puissance que ce que je veux faire. Donc c'est apprendre. Si t'apprends jamais à ton corps à rester sur une intensité cible sur une longue durée, c'est pas le jour de l'épreuve qui va l'apprendre. Ça c'est clair. Et que ce soit sur là je te dis sur un half, mais sur un Ironman c'est pareil. C'est si tu lui fais jamais faire à l'entraînement même 180 km et à apprendre à maintenir un tempo dans une position que tu vas garder pendant 5 heures sur l'effort, bah c'est pas le jour de la compétition qui va le faire. Si tu lui fais jamais faire
des longues sorties en course à pied de 30, 40 kilomètres, et ben, qu'est-ce qui va arriver le jour de l'épreuve? Et ben, le corps, au niveau des dommages musculaires, enfin, ça va être terrible. C'est qu'il va faire un truc qu'il a jamais fait de sa vie. Et en plus, il va le faire après le vélo, quoi. Donc, si tu prépares pas en amont ton athlète à ce qu'il va vivre le jour de la compétition, bah, tu le prépares mal. Donc, il faut que tu le prépares au maximum à ce qui va lui arriver, quoi. Pour pas que le jour J, ben, d'un coup, l'organisme, il comprenne pas, quoi. Et ça, c'est partout. Enfin, je pense que c'est dans toutes les disciplines, c'est ça, quoi. Tu parlais tout à l'heure du kayak. Si tu apprends jamais à être à intensité soutenue sur 1 kilomètre sur le kayak, c'est pas le jour de la compète que tu vas y arriver, quoi. Tu vois. Ouais, Enfin, en c'est tout cas, sûr. moi, je le vois comme ça. Non, Mais, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que tu définirais ces séances, entre guillemets, au sweet spot comme des séances impactantes et intenses? ouais, ouais, ça peut. C'est quand même intense. Après, normalement, on va dire, c'est selon si tu as des bonnes sensations, allez, c'est du 5-6 en RPE sur 10. Par contre, tu récupères beaucoup plus vite que si tu fais des grosses séances à haute intensité avec des intervalles courts. Ouais, voilà, en Et fait, je te pose cette question parce que justement, avec tous ces modèles de polarisation où ça pousse fortement à la très basse intensité, et hum, ce qui a l'air de fonctionner pour beaucoup d'amateurs, et peut-être même pour certains à haut niveau, je me pose la question du nombre de séances impactantes, intenses que tu peux faire. Dans le sens où, tu vois, le fameux 80-20, bah là, vu que toi, tu suis tous les indicateurs, j'imagine que tu arrives à avoir une moyenne du nombre de séances, on va dire, impactantes que les athlètes arrivent à faire dans la semaine. ben, alors moi, je fonctionne beaucoup par bloc. Du coup, il y a des semaines, ils ont pas d'intensité. Il y a des autres semaines, ils peuvent en avoir beaucoup. Ah oui, t'avais fait un truc Euh, comme ça, je me souviens. hum, j'ai des semaines où ils ont, je sais pas, des fois, ça peut monter à 5-6 séances à haute intensité dans la semaine. Et des semaines où ils en ont zéro ou une. Mais après, sur une moyenne, par exemple, pour des athlètes qui sont sur de l'Alf ou de l'Ironman, on va dire que ce serait 90% à basse intensité et 10% au-dessus, on va dire en modéré, autour du Ok, seuil, ok, ok, ouais, je vois. entre le seuil et le seuil 2 et la puissance critique, enfin l'intensité critique. Voilà. Et est-ce que il y a un intérêt, j'ai déjà la réponse, mais pour ceux qui n'ont pas écouté l'autre sur le triathlon, à faire justement des séances très 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 intenses. Tu sais, à un moment, c'était très développé, les répétitions de sprint avec une récupération presque complète pour justement améliorer, on va dire, ton économie, ton efficience, je sais pas comment on peut dire. Est-ce que toi, tu utilises des fortes intensités sur Non, ces... non, Et jamais. t'as remarqué, parce que t'as remarqué que ça aidait pas? J'ai remarqué surtout que l'athlète il se blessait systématiquement parce qu'il n'est pas du tout habitué à faire ça. Tu sais, au niveau de la vitesse de raccourcissement musculaire, d'un coup tu passes à des vitesses qui sont hyper élevées. Du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu te blesses. Et en enlevant tout ce genre de séances, même des 30 secondes et tout, j'ai tout viré. Moi, ils font rarement en dessous de 2 minutes en intervalle. Et alors je croise les doigts, mais j'ai pratiquement plus de blessures dans le groupe. Et c'est dès que tu veux mettre de l'intensité, et c'est là où les athlètes ils se blessent parce que ils sont pas du tout habitués à ça. Donc moi je suis vraiment sur une des approches principales que j'ai, c'est bénéfice-risque. C'est que si le risque il dépasse le bénéfice, je fais pas faire la séance. Parce que je me dis que même si elle peut se servir, elle va tellement être délétère parce que si tu te blesses, ça veut dire que derrière tu peux plus t'entraîner. Et si tu t'entraînes pas, tu régresses. Donc il faut maximiser cette prévention des blessures. Est-ce que tu fais pratiquer l'affûtage, à savoir une réduction du volume d'entraînement, mais un maintien de l'intensité à l'approche des compétitions? Et est-ce que si tu le fais pratiquer, est-ce que tu as remarqué justement donc un gain comme c'est promis dans les études? Bah, j'utilise plus l'affûtage parce que enfin je sais pas si toi tu l'as déjà utilisé, mais alors je sais pas où ils ont trouvé leur gain, mais quand tu utilises des affûtages classiques comme il l'indique, enfin dans les travaux de Mujica et tout, et ben les athlètes ils arrivent sur la compète, ils sont moins performants des fois qu'à l'entraînement parce que on leur enlève, enfin
je trouve qu'il y a euh, comment dire ça, ils se désadaptent quand tu réduis trop fortement l'entraînement comme ça, et ils ont pas de sensation. Et enfin, moi en tout cas que ce soit sur Alpha ou sur Ironman, j'ai remarqué qu'en laissant de la charge, bien sûr, je diminue dans les 3-4 jours avant pour pas arriver non plus avec une trop forte charge, mais je m'intéresse plus à l'affûtage comme avant. Je calculais tout pour la descente progressive et tout ça. Maintenant, je le fais plus. Je maintiens les charges comme à l'entraînement classique, parce qu'à l'entraînement classique, ils sont capables de me sortir des grosses séances. Et du coup, ben pour moi, ils doivent reproduire ce qu'ils font à l'entraînement sur la compète, quoi. Je vois, je vois. Et est-ce que tu utilises des stratégies de récupération? Bah, j'imagine qu'ils s'entraînent déjà donc énormément. Mais est-ce que tu mets en place des trucs de récupération, je sais pas, des bains froids, des trucs comme ça? Non, alors j'utilise plus les bains chauds, moi. Ouais, bah ça, mais ça c'est pas pour la récup. Bah si, ça marche aussi pour la récup, C'est peut-être hein. pour la récup, tu sens? Ouais, bah là, alors là, je pourrais pas te dire le nom parce que je me rappelle plus, mais euh, il y a Olé qui a sorti justement comment dire, une méta-analyse sur les entraînements qu'il faut faire pour améliorer le métabolisme de l'athlète. Et dedans, justement, il parle du froid en disant que ça marchait pas. Donc c'est vrai que moi, j'utilise pas trop le froid. Par contre, j'utilise la chaleur parce que toutes les études elles convergent sur l'intérêt, que ce soit au niveau de l'acclimatation, mais même au niveau de la récupération, comme quoi le chaud c'est bon. Et après, moi, sur ce que j'utilise beaucoup pour la récup, c'est la nutrition. Ça, ils ont des gros dosages de glucides à prendre après les séances ou entre les séances. Enfin, non, je fais une périodisation nutritionnelle. Donc, en fonction de la séance, ils ont tel ou tel dosage de glucides à prendre après l'effort. Ça peut aller très haut, hein. Ça peut aller sur du finesse de tête comme ça, je m'en Ouais, rappelle est-ce que plus. tu veux prendre 200 grammes de glucides après l'entraînement, par exemple? Tu peux monter à ce point-là? C'est En grammes par kilo de en poids de grammes corps? par kilo. Ouais, ouais, je leur fais Donc je sais prendre en grammes pas, tu par peux monter kilo. à 3 grammes de poids de Bah corps? attends, je vais te dire ça tout de suite. Putain, je l'ai où? Je l'ai. Hop, hop. Ils sont 5 à 7 grammes par kilo. Et Juste après la séance? ouais, Oh putain, mais c'est énorme! ouais. Alors, comment ils font? Parce que je sais qu'il y a la mode un Et peu de l'entraînement de l'intestin pour le glucides, mais là, 5 à 7 grammes, c'est, tu vois, s'il fait, allez, je dis 60 kilos, faut qu'il prenne 300 grammes de glucides juste après? ouais, c'est comme je dis, en fonction de ce que tu fais. Par exemple, sur des séances à basse intensité en low carb, après la séance, des fois, on prend rien, pas d'apport en glucides, et sur des grosses journées d'entraînement, comme je le rappelle, les big training day, ils prennent 1 gramme par kilo, mais pas par heure, pendant 4 heures. Ok. Ah, donc là, Donc, tu vois, ça ouais, fait. ça passe plus facilement quand même en Ouais, liquide ou c'est en gel. réparti. T'as 1 à 1,2 grammes par kilo par heure pendant 4 heures. Ok, Et après, quand ils ont des très grosses journées aussi, c'est 6 à 10 grammes par kilo, mais répartis dans la journée. ok. Ah ouais, 10 grammes, ça commence à faire, hein. Ouais. Et c'est vrai que du coup, on travaille beaucoup, ouais, sur ces aspects de nutrition tu vois, par exemple, il y a des séances, ils doivent pas manger de glucides avant de partir, ou ils boivent du café pour activer la lipolyse. Il y en a d'autres, ils attendent pendant la séance, pendant 1 heure et demie, ils prennent pas de glucides, ils commencent les glucides au bout d'1 heure et demie. Enfin, on travaille vraiment sur tout ce qui est périodisation nutritionnelle. Ça, c'est vraiment une chose sur laquelle je travaille beaucoup, ouais, avec Et les ça veut athlètes. dire que tu essayes d'améliorer, quand tu es en low carb, l'utilisation des lipides par l'organisme à Ouais, une intensité faible, c'est ça? en gros, je travaille beaucoup sur la flexibilité métabolique et sur la capacité de réduire ton coût de glucides à l'effort.
C'est-à-dire être capable d'avoir une intensité plus élevée sans utiliser les glucides. Ok, je vois. Tout à fait. Et ça, ben ouais, ça c'est, enfin moi c'est chaque séance d'entraînement. Chaque séance d'entraînement, elle a des indications nutritionnelles. Enfin c'est la base parce que si tu veux améliorer euh, ton système énergétique, c'est la nutrition, c'est ce qu'il y a mieux. Alors attention, hein, je suis pas nutritionniste. Moi, je leur donne pas ce qu'ils doivent manger tous les jours. Moi, je les oriente sur la quantité de glucides qu'ils ont à prendre avant, pendant, après la séance. Et après, je travaille beaucoup avec une nutritionniste qui leur élabore les repas, qui discute avec eux. Chacun son métier. Mais moi, je suis vraiment sur la stratégie vraiment à l'effort, c'est-à-dire aussi, par exemple, le matin, de surtout prendre du fructose aussi pour remplir le glycogène hépatique, faire attention au glycogène musculaire. Enfin, et c'est tous ces aspects-là. Moi. Mais je suis pas, je vais pas faire un régime pour quelqu'un qui veut perdre du poids. Enfin voilà, je suis pas nutritionniste. Voilà. Est-ce que c'était déjà arrivé, avec les données, tout ça, de mettre quelqu'un au repos complet, sans entraînement? De te dire, bah là, il est complètement cramé, je le mets au repos complet? De trouver un intérêt, justement, Euh, à faire du repos complet? non, ça m'est jamais. Enfin, si sur 2 jours. Je sais pas si on peut appeler ça. Ouais, non, mais c'est ma question, parce que tu sais, souvent, on peut lire à droite, à gauche, un peu, pour moi, ce qui sont des conneries, les bienfaits du repos complet, tout ça, moi, je remarque pas du tout, Ah non, et bah, de moins en moins à voilà. mesure que je vieillis, en plus. Donc, Mm. je voulais savoir si toi, tu avais des indications précises, où tu disais, bah là, il est cramé, repos complet, ça va l'aider à récupérer. Alors, j'avais lu pas mal des travaux où ils indiquaient que, par exemple, quand tu fais 48 heures sans t'entraîner, tu commences à avoir une fonte musculaire. Donc déjà, tu vois, c'est pas top. Et je dépasse jamais les 2 jours. Et après, il y a eu quand même beaucoup de travaux, enfin, notamment Seller et tout, qui ont montré tout l'intérêt justement quand tu as une dérégulation du système nerveux autonome, donc quand tu es fatigué, et ben de faire de la basse intensité justement, ça permet de le rééquilibrer. Donc pour moi, enfin je suis un peu comme toi, je préconiserais pas de repos, quoi. Et est-ce Après que, il y a d'autres choses, enfin il y a des choses que tu peux prendre qui sont autorisées, qui permettent de pallier sur la fatigue et d'améliorer au niveau de la cellule musculaire son adaptation. Voilà. est-ce que tu peux donner des exemples? Ouais, enfin, t'as le stimol, enfin, moi, j'utilise beaucoup avec les athlètes. Et, ouais, c'est que c'est totalement autorisé, hein, c'est pas du dopage. Et, c'est quelque chose qui permet à la cellule musculaire de s'adapter, et justement, c'est un anti-asthénique chez les personnes âgées. Ok. Voilà. Donc, Ok. ça marche plutôt bien, quoi. Voilà. Et est-ce que tu fais faire du renforcement musculaire? Tu sais, il y a aussi un peu ce débat sur l'endurance, l'ultra-endurance. Moi, j'ai du mal à voir extérieurement comment, avec autant d'entraînement, tu mets du renforcement musculaire en place. Est-ce que toi, tu mets ça en place? Bah, je suis comme toi, tu vois, enfin, pour moi, une séance de renforcement, elle ne doit pas remplacer une séance d'endurance. Elle doit venir en complément, mais pas la remplacer. Alors, là, je te parle de séance en force max, hein, comme ils préconisent, hein. C'est hyper compliqué à mettre en place chez les athlètes amateurs. Et tu peux le mettre en place chez les athlètes professionnels, mais il faut vraiment qu'ils aient le temps et qu'ils puissent aller à la salle et tout. Et après, pour l'avoir utilisé pas mal avec des athlètes et tout, j'ai pas vu, il y a rien qui m'a montré que c'était mieux que d'aller faire des longues sorties d'entraînement, quoi. Ouais, parce que j'allais dire, les études semblent montrer de ce qu'on peut voir un peu partout que Mm. grâce à une petite séance de renfo, tu cours comme un lapin après. T'as une Ouais, et meilleure puis économie de course. ouais, mais t'as vu en plus, hein, quand tu prends l'étude de Ronestad, là, il vient dire il faut que tu fasses 2 séances par semaine et si tu arrêtes ta séance, tu perds tous les gains directement, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu le fasses toute l'année.
Et il faut avoir le temps d'aller toute l'année à la salle de muscu pour pousser de la fonte. Et Ouais. moi, je suis pas je l'avais utilisé. Et puis des fois, il faut faire attention parce que moi, je l'avais utilisé chez des athlètes. Il y avait deux athlètes, ils avaient pris énormément en muscle et pourtant on faisait vraiment de la force max. Hein, mais du coup, ça avait pas amélioré les performances en course à pied, tu vois. Vu qu'il a pris du muscle, il était un peu plus lourd et pourtant on avait vraiment axé force max. On n'était pas sur, on était vraiment sur des faibles répétitions avec beaucoup de poids, avec beaucoup de récup. Et selon les métabolismes, il y a des gens qui se musclent directement. Ouais, t'es des personnes douées. Mm. Est-ce que tu mets quand même en place un peu de gainage, d'étirement, de trucs comme ça ou même pas? Oui, si, ouais. Après, je leur donne, je fais, par exemple, moi j'aime bien le TRX. Je trouve que c'est un outil qui est pas mal. J'aime bien la corde à sauter. Ça doit venir de la boxe, certainement. Mais la corde à sauter, je trouve que c'est un outil ouais, assez intéressant pour prévenir toutes les blessures et Ah puis ouais, aussi tu fais de la pour pliométrie douce, quoi, entre guillemets. ouais, puis enfin, c'est assez facile à mettre en place, tu vois, du style tu vas courir, tu rentres de courir, tu fais 5 minutes de corde à sauter, ça te prend pas non plus, tu vas pas y rester 10 ans. Tout ce qui est ouais, vraiment renforcement abdos, lombaires, je trouve que c'est hyper important. Euh, voilà, surtout pour les personnes des fois, ben, quand ils ont des soucis de pubalgie ou des choses comme ça, c'est vrai que tu vois que c'est important quand même d'avoir un bon renforcement de toute la sangle abdominale et le dos. Et je travaille aussi beaucoup avec Mackenzie. Je sais Ok, pas je si vois, bien sûr. ouais. Comme tu es en vélo pendant des longues heures, tu vois, enfin, je sais pas si tu connais le principe de Mackenzie, quand t'es assis, t'es en débit, et après, quand tu fais Mackenzie, tu redonnes du crédit à ta colonne vertébrale. Ouais, mais je vois très bien les formations qui sont faites pour les kinés. Voilà, moi j'utilise ça avec les athlètes après le vélo quand tu passes des longues heures, bah, c'est vrai que de faire du Mackenzie derrière, c'est pas mal, quoi. Donc voilà, c'est utiliser un peu tout ce qui est à disposition pour aider l'athlète à mieux vivre son entraînement au quotidien. J'arrive au bout des questions que j'avais à te poser. Est-ce que toi, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, bah là on a fait pas mal le tour, je pense. C'est Ouais, pas bah mal. c'était beaucoup de précision par rapport à tes articles, à tout ce que j'ai pu lire. Et ça m'a bien éclairé sur mon puzzle, on va dire. Ouais, le beau puzzle de la performance. Ouais, bah ça, tu sais, c'est des ingrédients et après j'essaye. Je sais pas Après. toi, mais moi, il me manque encore beaucoup de pièces des fois. Oui, bah tu vois, mais il y a toujours des questions, mais toi, comme tu as beaucoup de données, tu vois, avec tes courbes pour chaque athlète et tout, bah ça c'est intéressant. Ton puzzle est quand même, même si tu as des fois des nouvelles pièces qui se rapportent. Oui, nouvelle pièce, et puis je te dis, je pense que des fois, il me manque des pièces, il faut que je les retrouve. Hein, mais non, c'est important de jamais penser qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Il faut toujours se remettre en question et puis évoluer parce que sinon, c'est vite fini, quoi. Puis après, tu deviens obsolète, c'est pas bon. Si certains et certaines qui nous écoutent souhaitent faire appel à tes services, déjà, est-ce qu'il te reste de la place? Et si oui, comment peuvent-ils te contacter? Alors, en termes de place, je suis hyper tendu. Là, il va peut-être y avoir des places qui vont s'ouvrir en septembre, parce que là, j'essaie de profiter des vacances juillet, août. Je veux pas prendre trop de monde. Et puis, bah, s'il y en a qui m'écoutent, je présente mes excuses à toutes les personnes à qui j'ai pas encore répondu parce que je suis submergé au niveau du travail et que je vais en profiter là peut-être pendant les vacances pour répondre à quelques personnes. Et voilà, après sur mon site internet ou sur Instagram et Facebook, ils peuvent me retrouver et puis j'essaye de répondre quand j'arrive. Au moins à tous les commentaires, j'essaye d'y répondre. Voilà. Super. Merci Caroline de ton temps et surtout de tes réponses qui Bah, m'ont merci de ton invitation, qui c'était m'ont bien sympa. qui m'ont bien éclairé. C'est Bon, bah cool. ça va alors, si Et, ça t'a plu. j'attends maintenant avec impatience tes prochains articles, peut-être sur Patreon ou Telegram, je sais pas comment tu Ouais, vas. bah en plus il est prêt.
la dernière newsletter, elle est sur Mais peut-être que sur Substack aussi, tu peux peut-être virer des gens. Ouais, ben, là, je l'ai mis en post sur Substack. Alors, je sais pas si t'as reçu un truc qui te l'a dit, mais je pense pas. Ouais, je sais. Non, j'ai pas. Non, parce qu'ils ont une option où tu peux mettre en pause. Donc, j'avais mis en pause, mais je crois parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté. Donc, je pense qu'il y a personne qui a reçu le message pour dire que c'était mis en pause. Et, j'ai fait une newsletter, là, sur, Steven Galibert qui a mis 2h36 sur marathon Ironman. Et où je présente toute la préparation et tout, mais bah du coup je l'ai pas mis en ligne, quoi. Ouais, tu sais, Voilà. après, même si les gens, je dérive un peu, mais te spoil, reprennent tes trucs et tout. Mm, Moi, les gars, je les connais pas, tu vois, je les ai pas suivis. Ce qui donne l'envie, entre guillemets, c'est toujours chiant qu'on se fait voler son boulot, mais tu vois, toi, t'es là depuis un moment, moi, je suis depuis un longtemps. J'ai confiance dans ce que tu racontes, tu vois, c'est donc et la confiance, tu peux pas l'acheter, tu vois, même si te copie sur un mm, article ou deux. Bon, si tu découvres le site de quelqu'un et qu'il y a un ou deux articles, tu vois, c'est ni vu ni connu. Mais si t'es là depuis, comme tu dis, 10 ans, moi, tu vois, ça fait presque 20 ans, il y a une mm. confiance qui s'est construite au fil des années, qui fait que même si on me vole un article, bon, bah, c'est pas, Ouais. c'est chiant au début parce que toi, c'est peut-être tes premiers vrais, gros articles. Non, Euh, j'en ai beaucoup sur le site, mais c'est vrai que je pensais pas que les gens, ils pouvaient être, je suis trop bisounours, je pense. ouais, moi, j'ai Des j'ai comme connu, ça. j'ai connu des gars à l'époque qui se faisaient aspirer leur site. Je me souviens d'un type qui avait le site, Science Sport, donc Pascal Prévost, que je connais Ah bien, oui, ouais, à ouais, qui je me rappelle. je passe le bonjour. Et Il est super son site en plus. il s'est fait aspirer son site par un gars. Et donc, il était venu sur mon forum pour dire, ouais, je me suis fait voler mon site, nana. Et un gars avait tout copié de A à Z, quoi, à l'époque. Sérieux? Et donc, bah, à l'époque, comme il n'y avait pas grand monde, tu vois, il a pu écrire à l'hébergeur et dire, regardez, c'est mon site, il a tout Mm. copié, nana, et le faire sauter. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a tellement de monde, c'est devenu le foutoir, quoi. Oui, Donc, c'est ça. Mais je c'est sais vrai que ce pas. site était vraiment très bien. Ah ouais, ouais, mais Je- il est toujours, Ah, il est moi, pas, ça ah m'a ouais, ouais, inspiré. il est super. Et Pascal Ouais. est toujours, de ce que je peux voir à la pointe, toujours en train de faire des recherches. Mm. Il est à Ouais, fond. oui. Bah, c'est une personne, moi, qui m'a vraiment inspiré aussi. Ah ouais, bah, c'est un des premiers à faire un site vraiment Mm. orienté physio qui était vraiment hyper intéressant. Et pourtant, je lis pas beaucoup de français, tu vois. Je suis plutôt axé sur les écrits anglo-saxons, mais ouais, ça fait partie des français qui m'ont inspiré, comme Véronique Billat ou Georges Cazorla. Ouais, bah, Voilà. je vois tout à fait. Après, voilà, au pire, tu peux écrire à l'hébergeur si tu trouves l'hébergeur, mais sinon, au pire, car, vaut Bah, je mieux. lui ai écrit au mec, hein, mais Ouais, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. ouais, Ils s'en voilà. foutent. Ouais, bah après, regarde comment tu peux faire. Comment tu peux faire, ou sinon, Ouais, bah, bah, je vais sinon, regarder ce que tu m'as dit là. ouais, ouais, je pense que Mm. tu peux filtrer aussi sur Substack, hein. Tu dois pouvoir filtrer, dire lui, je le veux plus, lui, je le veux plus. Mm. Ah bah déjà, je sais deux personnes que je vais pouvoir enlever alors. Bah ouais, ouais, voilà, t'as leur nom, donc tu les dégages tout de suite, hein. Ouais, je vais regarder ouais, s'il y a cette Et option. puis, je pense que tu peux contacter aussi les gens qui sont abonnés à Substack. Tu dois avoir leur email et leur envoyer un Mm. email directement ou faire juste une newsletter en plus là-dessus en disant voilà, j'ai été piraté, nanana. Voilà, mettre les choses au clair et puis sympathiquement et puis voilà, hein. Ouais, bah je pensais ouais, de le faire là pendant les Ouais, vacances. tu sais, un truc J'ai écrit un sympathique. truc simple. Voilà, Ouais. tu dis ce qui s'est passé et puis voilà pourquoi il y a eu une pause et voilà, tu vas reprendre et voilà, t'es à l'affût. Si ça arrive une deuxième fois, bah il y aura plus de newsletter et puis c'est tout, point. Mm. Bah c'est arrivé deux fois quoi, du coup, tu vois. On va Ouais, dire si ça arrive une troisième fois, du coup. On dit ouais, ouais. jamais 203. Bah après, sinon il te reste le format formation payante. Donc là où Ouais. tu fais en vidéo. Donc là, tu fais plus un article, tu fais un article, mais tu le fais en slide, tu sais, comme beaucoup font en Mm. formation. Tu mets ton article et tu le commentes dans un coin de l'écran. Donc Ouais. voilà, ça te prend pas beaucoup plus de travail. Tu vois, tu pourrais faire ça sur les newsletters sur Substack, hein. Au lieu que ce soit un gros blabla, tu as ton texte et puis tu le fais défiler sur ton écran et puis tu racontes en même temps. Mm. Et là, Ouais, c'est j'ai vu qu'il y difficilement avait copiable, ça. hein. Mm. Ah, ouais, tu sais, tu peux toujours tout copier. Ouais, mais là, faut prendre la vidéo, enfin bon, là, c'est pas pareil, hein. Là, Ouais, bah, c'est un autre boulot. plus rien ne m'étonne maintenant. Bon, en tout cas, Voilà. j'attends avec plaisir tes prochains écrits et contenus. Bah merci, c'est gentil. Et bah sur ce, salut À à très tous et bientôt. à la prochaine. À bientôt. Ciao. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, bon entraînement
et à la semaine prochaine.